Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire vraie de crime. Je suis heureuse de vous accueillir ici pour vous présenter une histoire bouleversante qui s'est déroulée en 2019 dans une paisible banlieue de Tacoma, dans l'État de Washington. C'est ici qu'un homme a découvert que son épouse, apparemment discrète et bienveillante, était en réalité l'une des criminelles les plus recherchées du pays. Si vous appréciez ce récit, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner, car cela m'aide énormément à continuer de partager des histoires vraies de crimes. Au cours des premiers mois de cette même année, plusieurs habitants de Tacoma avaient remarqué que certains de leurs voisins âgés disparaissaient sans explication. Les demeures de ces victimes, toujours impeccables, n'avaient montré aucun signe d'effraction ni de désordre. L'une de ces personnes, décrite par tout le quartier comme profondément généreuse et chaleureuse, était une retraitée vivant seule dans une petite maison aux volets peints de couleurs vives. On la voyait régulièrement jardiner, partager ses roses avec les passants et proposer un café à quiconque s'attardait pour discuter. Sa disparition brusque avait bouleversé la communauté. Comment pouvait-elle s'évanouir sans laisser la moindre trace? La police locale, déconcertée par le manque d'indices, fit appel à un enquêteur chevronné, un détective principal réputé pour sa ténacité et son sens de l'observation. En consultant divers rapports, il s'aperçut que les disparitions présentaient un inquiétant point commun. La victime ne se manifestait plus du jour au lendemain et aucune empreinte viable n'était retrouvée. Bientôt, le détective se pencha sur d'anciens dossiers criminels et remarqua qu'une série d'homicides non résolus, épars à travers plusieurs États, portait la même signature angoissante. Un sentiment d'urgence s'empara alors des autorités de Tacoma, qui comprirent qu'un prédateur se dissimulait peut-être parmi eux. C'est dans ce contexte déjà tendu que vivait Mark Spencer. Âgé de 42 ans, il était connu pour son amabilité et sa propension à rendre service à ses voisins. Toujours vêtu d'une chemise soignée, il se définissait volontiers comme un homme optimiste, aimant plaisanter avec les habitants du quartier. Son épouse, Alyssa, se montrait plus discrète. Elle sortait peu, refusait souvent les invitations aux fêtes de voisinage, mais passait parfois aider au sein d'une petite organisation caritative locale. On la décrivait comme réservée mais polie, et personne n'aurait soupçonné qu'elle cachait le moindre secret. Même Mark la pensait simplement timide. Au fur et à mesure que l'inquiétude grandissait, le détective principal rassembla divers témoignages et entreprit de mener une vaste campagne de sensibilisation dans les rues de Tacoma. Des agents interrogeaient de porte en porte, cherchant la moindre information pouvant orienter l'enquête. Mark reçut ainsi la visite de plusieurs officiers, venus collecter des renseignements sur les habitudes du couple et de leurs voisins. Il répondit avec courtoisie, ignorant que ces questions masquaient une hypothèse de plus en plus claire, celle d'une tueuse en série se glissant dans le quotidien des victimes jusqu'à gagner leur confiance. Alyssa, qui jusque-là s'était montrée cordiale même si distante, se mit à éviter tout contact avec les enquêteurs. Lorsque Mark tenta de la rassurer en disant qu'il n'avait rien à cacher, elle resta silencieuse, paraissant presque terrifiée à l'idée qu'on puisse la questionner. Ses mains tremblaient, parfois, lorsqu'un véhicule de police passait devant la maison. Mark remarqua qu'elle veillait tard dans la nuit, enfermée dans la remise attenante au garage, prétextant un rangement urgent de vieux cartons. Intrigué, il se promit d'éclaircir la situation dès que possible, craignant d'abord un simple problème d'insomnie ou de stress. Un soir, ne parvenant pas à dormir, il pénétra dans la remise après avoir forcé un cadenas qu'Alyssa avait installé. Ce qu'il y découvrit fit voler en éclats ses certitudes. Plusieurs lames soigneusement nettoyées, des cordes, mais surtout des articles de presse consacrés à des meurtres non élucidés. Certains remontaient à près de 10 ans. Tous mentionnaient un modus operandi identique, suggérant que le meurtrier entrait chez la victime sans effraction, frappait avec une précision glaçante, puis disparaissait sans laisser de preuves. Sur l'un des articles figurait la photo d'une femme blonde au visage partiellement dissimulé,
identifiée sous le nom d'Elizabeth Holt. Mark reconnut aussitôt les traits de sa propre épouse. Il sentit son cœur se serrer tandis qu'il recollait les morceaux d'un puzzle funeste. Alyssa et Elizabeth n'étaient qu'une seule et même personne, et elles semblaient liées à toutes ces disparitions. Sous le choc, il sortit en trombe de la remise et téléphona à la police. La conscience du danger l'emporta sur sa peur et sa honte. Des officiers arrivèrent, mais déjà, Alyssa n'était plus dans la maison. Elle avait fui, ne laissant derrière elle que son alliance et quelques vêtements abandonnés. On la chercha dans les rues voisines, mais il était trop tard. Elle connaissait manifestement les méthodes de la police et avait pris de l'avance. L'ampleur de l'affaire devint alors nationale. Les enquêteurs fédéraux, qui suivaient déjà la piste d'un criminel itinérant, comprirent qu'ils avaient affaire à une femme capable de changer d'apparence à volonté, de se recréer une nouvelle identité, puis de disparaître après avoir semé la mort. Les preuves trouvées dans la remise de Mark vinrent corroborer les soupçons accumulés au fil des ans. Alyssa, ou plutôt Elizabeth, aurait assassiné ou fait disparaître plusieurs personnes âgées, profitant de leur confiance et de leur vulnérabilité. Des analyses médico-légales révélèrent des traces d'ADN d'au moins une victime dans les objets entreposés. Certains proches de disparus déclarèrent avoir croisé une inconnue correspondant à la description d'Alyssa dans le quartier de leurs proches, juste avant le drame. Mark, submergé par la culpabilité et la peur, collabora pleinement avec les autorités. Il détailla son quotidien aux enquêteurs, comment il avait rencontré Alyssa, la façon dont elle avait toujours éludé les questions sur son passé. Devant les agents, il ne cessait de se reprocher de n'avoir rien vu, de n'avoir jamais imaginé que son épouse puisse être une meurtrière recherchée. Le détective principal lui assura qu'il était lui aussi une victime, pris dans le filet d'une manipulatrice méthodique. L'enquête approfondit le profil psychologique d'Alyssa. Une femme capable de calme et d'attention, dotée d'une lucidité impressionnante lorsqu'il s'agissait de commettre des actes violents, puis de s'évaporer. Pendant plusieurs jours, les autorités diffusèrent le signalement d'Alyssa dans tout l'État, puis au-delà. Les informations affluaient. On la prétendait vue dans une pharmacie, repérée dans un supermarché, ou encore roulant en direction de la frontière canadienne. Le détective principal, persuadé qu'elle essaierait de quitter le pays, coordonna un dispositif avec la police des frontières. Finalement, un employé d'une station-service, installée près d'une route menant au nord, reconnut son visage sur un avis de recherche et alerta immédiatement les patrouilles environnantes. L'arrestation se déroula à l'aube, sans violence. Alyssa, cernée, réalisa que toute fuite supplémentaire était impossible. La nouvelle de cette capture fit l'effet d'un choc. La plupart des habitants de Tacoma, qui imaginaient la tueuse sous les traits d'un individu marginal, eurent du mal à accepter qu'il s'agissait d'une épouse jusque-là sans histoire. Les médias nationaux se précipitèrent pour couvrir l'événement, braquant leurs projecteurs sur la double vie d'Alyssa. On rappela ses maigres apparitions publiques, son apparente gentillesse envers les seniors et son rôle auprès d'associations caritatives. Le discours ambiant tourna vite à la fascination et à l'horreur. Comment une personne aussi discrète avait-elle pu berner tant de gens pendant autant d'années? Quelques semaines plus tard s'ouvrit le procès d'Alyssa devant un tribunal bondé. Les procureurs rassemblèrent une somme impressionnante de preuves, témoignages de voisins, relevés bancaires prouvant qu'elle avait vécu sous différentes identités, et rapports des experts en médecine légale. Les proches de plusieurs victimes prirent la parole pour exprimer leur douleur face à la perte de parents ou d'amis âgés qui ne demandaient qu'un peu de compagnie et de gentillesse. À la barre, un spécialiste de la psychologie criminelle expliqua qu'Alyssa répondait au profil rare d'une tueuse en série dont le plaisir venait du contrôle total sur la vie de ses victimes, combiné au défi de rester insaisissable. L'avocat commis à sa défense s'efforça de semer des doutes sur les preuves anciennes et aborda la possibilité de troubles mentaux, mais il ne fit guère vaciller la conviction du jury. Mark fut lui-même appelé à témoigner. Livide,
il décrivit la manière dont il avait été séduit par Alyssa, son charme discret, ses gestes doux. Il raconta la découverte des documents dans la remise, encore traumatisé par la scène. Certains journalistes notèrent qu'il bafouillait par moments, hanté par l'idée qu'il avait vécu avec une meurtrière. Les observateurs de l'audience virent en lui l'image poignante d'un homme piégé dans un cauchemar. Les procureurs le considérèrent comme un témoin crédible, soulignant que s'il avait eu la moindre complicité, il n'aurait jamais prévenu si rapidement la police. Lorsque la décision finale tomba, elle ne surprit personne. Alyssa fut reconnue coupable de meurtres en série avec préméditation et écopa d'une peine de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le juge s'exprima brièvement pour souligner la gravité des actes commis, l'horreur de s'en prendre à des gens vulnérables et la nécessité de la protéger de la société. On rapporta qu'Alyssa resta impassible à l'annonce du verdict, refusant de répondre aux questions de ses gardiens. Après le procès, la ville de Tacoma reprit lentement son souffle. Les médias se détournèrent du dossier, bien que l'affaire restât un sujet de discussion passionnée. Les associations veillant sur les personnes âgées utilisèrent cette tragédie pour rappeler que l'isolement constitue un risque majeur. Certains habitants, encore sous le choc, redoublèrent de vigilance et commencèrent à s'organiser en groupes de surveillance de quartier, se proposant d'accompagner les aînés ou de leur rendre visite régulièrement. Beaucoup réalisèrent à quel point la gentillesse d'Alyssa n'avait été qu'une façade, destinée à la rendre invisible aux yeux des autorités. Marc, profondément meurtri, vendit la maison conjugale, où chaque pièce lui rappelait un mensonge. Il déménagea pour se reconstruire ailleurs, loin du souvenir de cette femme qu'il avait aimée et de tous les projets qu'ils avaient formés. Plusieurs années plus tard, on rapporta qu'il suivait une thérapie pour surmonter le choc d'avoir partagé sa vie avec une tueuse en série. Certains habitants de Tacoma prirent de ces nouvelles à distance, ayant de la compassion pour celui qui, sans le savoir, avait donné un foyer à un prédateur. Au sein du commissariat local, le détective principal, dont la retraite approchait, fut salué comme le pilier de cette enquête. Son flair, combiné à la collaboration de différentes juridictions, avait enfin permis de mettre fin à la cavale d'une criminelle insaisissable. Il reconnut néanmoins que ce fut un travail d'équipe. Le courage de Marc pour dénoncer la vérité, la réactivité de la police frontalière et l'attention d'un employé de station-service avaient conjugué leurs forces pour stopper Alyssa avant qu'elle ne fasse d'autres victimes. Dans les mois qui suivirent la condamnation, plusieurs proches de disparus tentèrent d'obtenir des réponses supplémentaires d'Alyssa, espérant comprendre les circonstances exactes de chaque crime. Mais la meurtrière resta fermée, se contentant de brèves déclarations qui n'apportaient aucune clarté. Les avocats de la défense n'avaient de plus de recours, et les médias passèrent à d'autres sujets. Seule la mémoire des victimes persista, entretenue par des veillées annuelles et des plaques commémoratives pour rappeler la fragilité de la vie et la nécessité d'être attentif aux signes précurseurs de danger. Aujourd'hui encore, ce dossier suscite de nombreuses réflexions sur la duplicité humaine, la puissance de la manipulation et la difficulté, parfois, de déceler la noirceur sous une apparente bienveillance. Tacoma garda la leçon amère qu'une maison bordée de fleurs pouvait servir de couverture à une histoire sanglante. Les habitants évitent désormais de juger les gens sur leur seule politesse, conscients que l'on peut cacher d'horribles secrets derrière un sourire en apparence sincère. Je dois avouer que j'ai encore le frisson en repensant à l'ampleur de cette supercherie et à la facilité avec laquelle une meurtrière peut se fondre dans un quartier sans éveiller la moindre suspicion. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout et j'espère qu'il vous aura permis de comprendre à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Merci de votre attention. Je vous suis reconnaissante d'être resté avec moi pour découvrir les détails de ce dossier. Si vous souhaitez prolonger votre exploration de l'univers criminel, je vous invite à regarder les autres vidéos que je vous propose. J'ai encore bien des enquêtes à partager,
et j'espère que vous serez au rendez-vous pour continuer ce voyage ensemble. Encore merci et à très bientôt.